Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, signature de convention sur l'efficacité énergétique entre le ministère de l'Énergie et l'AFD. Et enfin, dans l'actualité internationale au Proche-Orient, où Gaza vit une grave crise de soif au milieu de l'augmentation du nombre de victimes de la famine. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, la persistance d'amas nuageuses en provenance du Yémen et du golfe d'Aden continue d'influencer le temps sur le territoire national. Selon un bulletin de l'Agence nationale de la météorologie, des foyers pluvieux orageux se sont formés cet après-midi sur 4 reliefs du centre et du sud-ouest du pays, avec un risque d'extension vers la façade côtière. Ce phénomène devrait provoquer des averses intermittentes, parfois accompagnées des forts coups de vent, notamment en soirée. Des précipitations à intensité variable ont déjà touché plusieurs régions hier, marquant une activité météorologique inhabituelle pour cette période de l'année. Selon l'Agence nationale de la météorologie, à savoir le lac Assal, une zone naturellement aride, il est tombé plus de 10 mm de pluie, un cumul significatif dans la préfecture de Dikil. Les mesures différentes selon les localités, à savoir 5 mm, ont été reçues d'un volume bien plus important, atteignant 55 mm de pluie modérée. On a également été observé à Hanlé, Daka, Agna et Gorabous. Eh bien, dans la préfecture d'Al-Sabieh, des traces de pluie ont été détectées en ville, mais les précipitations ont été plus intenses dans les zones montagneuses. Eh bien, dans ces fortes pluies qui avaient arrosé tout le littoral de Tadjoura, notamment la ville blanche, où les eaux des pluies étaient visibles dans les axes routiers ainsi que sur les oueds du littoral, Tadjoura a reçu 20 mm de pluie, Sagalou à savoir 18 mm et Assaguela plus de 10 mm. C'est dans ce sens que le préfet de la région de Tadjoura a tenu une réunion de concertation, de sensibilisation sur les responsables des services déconcentrés, les acteurs de la société civile de la région de Tadjoura. Rappelons que lors de la réunion, le préfet Mohamed Abbas a appelé l'ensemble de la population à faire preuve de vigilance et à adopter les comportements appropriés pour prévenir les risques liés aux fortes pluies. Ces pluies, rappelons-le, fréquentes du mois de août et sont accompagnées de vents forts, risquent d'occasionner des dégâts d'inondation, des crues soudaines, notamment dans les zones à risque. Il est donc essentiel de rester informé, a-t-il dit, le préfet, de suivre les consignes de sécurité. Parmi les recommandations importantes de la préfecture, il a été conseillé à ne pas s'engager à pied ou en voiture durant la pluie et même éviter les voyages durant les périodes d'alerte. Il est conseillé de ne pas stationner son véhicule près des cours d'eau ou dans les zones inondables et enfin écouter les instructions des autorités locales pour éviter tout risque durant les précipitations. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, qui a reçu aujourd'hui dans le salon d'honneur de la primature M. Harakeshi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en République de Djibouti, à l'occasion de sa visite d'adieu marquant la fin de son mandat. Cette audience a permis de saluer l'engagement du diplomate pour le renforcement du partenariat bilatéral et la réalisation des projets structurants tels que le nouveau ferry du golfe de Tadjoura, la construction du pont de la Palmarée ainsi que les nombreuses initiatives en faveur de l'eau, de l'énergie, de la formation professionnelle, de la sécurité maritime mises en œuvre avec l'appui de l'Agence japonaise de coopération internationale, son acronyme la JICA. L'ambassadeur a qualifié son séjour à Djibouti d'une expérience très enrichissante et un grand honneur de travailler dans ce pays. Saluons le leadership du Premier ministre dans la lutte contre la sécheresse et les efforts entrepris pour renforcer la résilience nationale face aux défis climatiques. Le Premier ministre a exprimé sa gratitude du gouvernement pour la contribution constante du Japon et la stabilité régionale et au développement socio-économique du pays, ainsi réaffirmant la volonté de maintenir la dynamique de coopération et d'explorer de nouveaux domaines d'action communs. Puis, c'est au tour d'Ileta Mohamed Ileta, président de l'Assemblée nationale, qui a reçu au salon VIP de l'Assemblée nationale M. Harakeshi, ambassadeur du Japon, dans le cadre de sa visite d'adieu. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale a salué la qualité des relations entre le Japon et la République de Djibouti, marquée par un partenariat solide, une coopération continue dans divers domaines d'intérêt commun.
Il a également rappelé qu'avec la satisfaction, la visite qu'il a effectuée au Japon il y a quelques mois, laquelle a permis de renforcer ainsi davantage les liens entre les deux institutions parlementaires et de consolider l'amitié entre les deux peuples. Le président de l'État a exprimé sa reconnaissance envers l'ambassadeur Harakeishi pour son engagement au renforcement des relations bilatérales. Il lui a souhaité plein succès dans son parcours diplomatique, tout en assurant à son successeur de la disponibilité de l'Assemblée nationale à poursuivre cette coopération fructueuse. Et je vous le disais dans le titre, le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, a présidé aujourd'hui par visioconférence une importante cérémonie de signature d'un contrat pour service des consultants dans le cadre de la mise en œuvre dans notre pays du programme efficacité énergétique des 10 bâtiments administratifs financés par l'Agence française de développement. Le document a été paraphé par le directeur de l'efficacité et de la maîtrise de l'énergie, M. Ali Barre Adawe, et par le directeur général du groupe Ginger Sofreco, spécialisé dans le conseil de l'assistance technique pour le développement économique et social durable, représenté par M. Fabrice Egloff. Ce contrat, signé à ce jour par les deux parties d'une durée de 36 mois, prévoit les conditions générales et particulières de la mission d'assistance et maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre du dit programme de l'exécution de toutes les obligations contractuelles, bilatérales et la transmission de l'expertise des ressources techniques requises et dans le respect des normes environnementales et sociales et internationales reconnues. Après, dans une interview accordé à la radio-télévision de Djibouti, M. Daher Osman Karié a souligné que le programme d'efficacité énergétique des bâtiments administratifs constitue une première à Djibouti. Une dizaine de bâtiments administratifs seront concernés par cette initiative qui vise à diagnostiquer leur performance énergétique en vue de leur réhabiliter pour l'objectif d'améliorer l'efficacité énergétique, harmoniser les consommations et réduire durablement les coûts liés à l'énergie. La signature de cette convention était attendue depuis longtemps, a-t-il indiqué. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir ce projet enfin concrétisé et nous espérons qu'il portera ses fruits et générera des résultats positifs, a-t-il indiqué. Le projet démarra dès le mois de septembre avec l'arrivée des experts techniques sur le terrain. Parmi les bâtiments ciblés figurent notamment le site ministériel dont la construction remonte à plusieurs années, ainsi que le bâtiment de la mairie de Djibouti. M. Daher Osman Karié a conclu en rappelant que cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision 2035 du gouvernement qui mise sur l'énergie renouvelable et la transition énergétique pour bâtir un avenir plus durable. Écoutons à présent le directeur de l'efficacité et de la maîtrise de l'énergie, M. Ali Barre. Ce projet est un projet ambitieux, mis en œuvre par le ministère de l'Énergie. Il porte sur la rénovation thermique des 10 bâtiments publics. Ces 10 bâtiments publics, les travaux qui vont être réalisés sur ces 10 bâtiments publics pour diminuer leur consommation énergétique. Parmi ces activités qui seront entreprises, il y a la mise en place, le développement des toitures solaires, l'isolation thermique et ces bâtiments seront équipés de climatiseurs qui seront énergivores. Et en plus de ça, nous espérons à travers ce projet développer une filière nationale qui est spécialisée dans la mise en œuvre de ces techniques, c'est-à-dire dans la pose et l'entretien des panneaux solaires. On aura des techniciens qui seront certifiés par le ministère de l'Énergie à travers ce projet. Et pour l'isolation thermique également, il y aura des techniciens qui seront certifiés. Et pour l'entretien et la pose des climatiseurs également, il y aura des techniciens qui seront certifiés. Et nous espérons à travers ce projet développer une filiale nationale et les sociétés djiboutiennes seront formées pour qu'ils puissent répliquer ce projet-là dans d'autres bâtiments publics. Parce que le projet ne s'arrête pas uniquement à ces 10 bâtiments, mais il y aura une suite qui est derrière. Et nous souhaitons mettre en plus ces activités que j'ai citées, un fonds de financement de l'efficacité énergétique à travers l'économie
l'économie énergétique sera réalisée. Et ce fonds va nous servir de financer les rénovations thermiques d'autres bâtiments publics. Direction le centre d'entraînement de Al-Ouneh, où les 373 militaires djiboutiens du détachement des Hilwalal en partance pour la Somalie entameront leur mission de maintien de la paix sous la bannière de l'Ossom dans le secteur 4. La cérémonie officielle a été présidée par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, qui est arrivé au camp du bataillon d'intervention rapide et a été accueilli avec les honneurs dus à son rang. Le général a passé en revue les rangs des 373 éléments des renforts avec sonalité, marquant ainsi le lancement officiel de cette mission placée sous le commandement du capitaine Ilyas Aden Ali. Ces hommes rejoignent leurs frères d'armes déjà présents sur le terrain, renforçant ainsi le contingent djiboutien engagé pour la stabilité de la région. Unis et déterminés, ils s'apprêtent à relever les défis de la paix avec discipline, solidarité, professionnalisme au nom de la République de Djibouti. Cette cérémonie a également été un moment fort d'encouragement et de reconnaissance. Les autorités présentes, civiles et militaires, ont tenu à témoigner leur confiance et leur fierté à l'égard de ces soldats porteurs d'un message de paix et d'engagement national. يبقى قدرتون وقدح الساري أرلقو قم أنا هيتير لير كذا أنا هي عديقة هادمتانا هي lagu gam'aanahay tiir la iirkadaanahay adiga hadantaanahay ololyo dabbaanahay onkodiyo colbaanahay Adilaga baqanahay seflaba aflanahay. Eh bien, dans son discours, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a indiqué que depuis 2011, la République de Djibouti est engagée sans relâche aux côtés du peuple somalien à Beledweyne, Boulabourdé, Djalalarsi, Doussamareb. 14 années de sacrifices et de présence continuent aujourd'hui. Les 373 militaires prennent le relais pour appuyer leurs camarades. Ce sont désormais 2 contingents renforcés pour qu'ils tiennent ensemble la ligne de front de la paix. Une mission noble, exigeante, qui requiert discipline, solidarité, professionnalisme, a-t-il indiqué. Exemplaire, le peuple somalien attend leur engagement et leurs frères d'armes comptent sur eux. Comme l'a rappelé le général Zakaria Cheikh Ibrahim, les Somaliens ont versé leur sueur pour nous. À notre tour, nous verserons notre sang pour eux, pour la paix et pour l'honneur, a-t-il conclu, indiquant que pour une parole forte, nul n'est éternel, mais chacun peut laisser sa trace dans l'histoire, a-t-il conclu. Le général, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. شرفتينا حديثة قربت كاتبتنا حاجية قربت نقرأ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En hommage aux troupes, les 373 militaires djiboutiens du détachement Hilwalal en partance pour la Somalie entameront leur mission de maintien de la paix sous la bannière de l'Ossom dans le secteur 4. On fait des invocations. Écoutons et regardons.
وأزواجنا وذرياتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ومن له حق علينا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا واحفظ حدودنا واحفظ جنودنا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. Direction les Seychelles, où à la veille du coup d'envoi des épreuves du E-Sport au 13e jeu de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien, nos deux jeunes représentants djiboutiens accompagnés de leur encadreur sont dans la dernière ligne droite de leurs préparatifs. Ce mardi, ils entameront et entreront officiellement en lice aux Seychelles pour défendre les couleurs nationales dans ces disciplines en plein essor. Rappelons que lors de la précédente édition, Djibouti avait brillamment décroché la médaille d'or en E-Sport, une performance historique que nos athlètes tenteront de rééditer avec détermination et fierté. Encadrés par une équipe technique expérimentée, nos représentants affichent une grande motivation et un esprit combatif à la hauteur de leur enjeu. Ainsi, pour rappel, Djibouti avait brillamment décroché la médaille d'or en E-Sport, une performance épique et historique que nos athlètes tenteront de rééditer avec détermination et fierté. Écoutons l'un de ses grands encadreurs. Aujourd'hui, nous sommes à Seychelles pour les Jeux de CGCI. Et là, nous sommes avec les jeunes qui vont participer et qui seront la fierté de notre pays, qui est Djibouti. Là, nous sommes en train de faire les préparations, les premiers entraînements. Et nous constatons que la maîtrise y est. Et j'espère que nous serons à la hauteur de l'attente de notre pays et aussi de notre ministre, Mme Hibo Momin Assawe, qui nous a soutenus tout au long de cet événement. À cette équipe, eh bien, nous leur adressons nos encouragements. Retour à Djibouti, où le championnat de la Ligue régionale de football de Dikil a été officiellement inauguré samedi, marquant une avancée majeure dans le développement du football à l'échelle locale. Cette initiative portée par la Fédération djiboutienne de football s'inscrit dans une politique de décentralisation visant à promouvoir le sport roi dans toutes les régions du pays. Après Ali Sebier, c'est au tour de Dikil d'accueillir ce projet ambitieux avec une énergie, une implication remarquable, notamment grâce à un dynamisme de sa ligue régionale. Le terrain du camp militaire de Dikil a vibré au rythme de l'événement où les jeunes joueurs issus de 10 clubs engagés ont défilé avec fierté sous les acclamations d'un public enthousiaste et passionné. Plusieurs autorités locales et nationales ont honoré de leur présence cérémonie, illustrant leur soutien actif au développement du football dans la région. Le président par intérim de la fédération, Edil Ahmed, a donné le coup d'envoi du championnat accompagné du préfet adjoint et du vice-président du conseil régional de Dikil. Ainsi, cette inauguration symbolise le début d'une nouvelle ère pour le football régional, promettant des mois d'émotions, des compétitions vibrantes et d'unité à travers le sport. Eh bien, lors de son intervention sur le zone de la radio-télévision de Djibouti, le secrétaire général de la Fédération djiboutienne de football, M. Mahdi Moumine, a salué l'engagement de la région d'Ikil pour faire rayonner le football local. Écoutons-le. Nous sommes aujourd'hui à Dikil pour le lancement du championnat de la Ligue régionale de Dikil. C'est un événement annuel qui se tient toutes les années dans toutes les régions. Hier, nous avions lancé la Ligue régionale d'Ali Sebier. Aujourd'hui, nous sommes à Dikil pour le lancement
Je remercie le président de la Ligue régionale de Dikil, M. Moustapha, le préfet de la région, le président du conseil régional par intérim ici présent avec nous, pour nous avoir apporté tous les soutiens nécessaires pour la réussite du lancement de la Ligue régionale de Dikil. Cet événement aujourd'hui est un élément phare parce que nous nous préparons pour un nouveau formule des ligues régionaux qui consiste à, après la fin des différents championnats de ligues régionaux, la mise en place d'une sélection régionale et le lancement d'un tournoi interrégional, Inch'Allah Ta'ala, après la fin de ligues régionaux. Nous ne manquerons pas de remercier les différents présidents des équipes et la population de Dikil qui nous a accueillis de manière très conviviale. Et je dis merci à tout le monde, merci au préfet de la région de Dikil, merci au président par intérim, merci au président de la Ligue et merci à Dikil. Régional à présent, où la Somalie connaît une transformation remarquable dans le secteur agricole porté par une révolution autour du lait de chamel et de ses dérives. Ces produits traditionnels se modernisent aujourd'hui pour répondre aux besoins économiques, nutritionnels et commerciaux du pays. À Mogadiscio, la ferme Badr Kamel a lancé un projet pionnier visant à améliorer la production de lait de chamel grâce à une alimentation enrichie et des soins vétérinaires spécialisés. On reste toujours en Afrique de l'Est où le football au service de la paix, initiative sportive, ainsi au cœur de l'Afrique de l'Est, initiative sportive innovante appelée Shoot to Score, Not to Kill, marquer un but par une vie, transformer les terrains de football en espace de paix, d'unité et de dialogue entre les jeunes et les communautés. Ces programmes organisent régulièrement des matchs de football rassemblant une équipe issue de diverses communautés culturelles et ethniques, bien plus qu'un simple jeu. Chaque rencontre est suivie d'activités de dialogue axées sur la compréhension mutuelle. Et enfin, dans l'actualité internationale, les Nations Unies ont averti aujourd'hui avec l'écrasante majorité des habitants de la bande de Gaza n'ont pas accès à l'eau potable ni aux services d'assainissement, tandis que la famine s'intensifie en raison du blocus imposé par l'occupation, avec la mort des 6 Palestiniens de faim, portant le nombre total des victimes de la famine à 175. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a souligné que 96% des familles à Gaza souffrent d'insécurité hydrique et 90% de la population n'a pas accès à l'eau potable. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.